What's up les catch addicts, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Jimbo et je serai votre commentateur aujourd'hui. Et aujourd'hui on se retrouve pour les résultats d'Elimination Chamber 2021, le dernier pay-per-view de la WWE qui a eu lieu cette nuit à 1h du matin heure française sur le WWE Network. Et donc pour ceux qui étaient présents, je tiens à vous remercier d'avoir été présents durant tout ce live réaction, ça fait très plaisir. Mais sur ce, et à Sochaux. Bon, est-ce que vous avez aimé cette Elimination Chamber 2021? Bah, moi personnellement, je trouve meilleur que l'année précédente. Parce que oui, là, c'est sûr que quand tu voyais la carte, c'était Elimination Chamber 2021 allait nous réserver quelques petites surprises, contrairement à l'année précédente où tous les matchs, on savait pertinemment qu'est-ce qui allait se produire. Et donc là, on va passer au kick-off. Parce que oui, il y avait un kick-off, mais qui n'a pas été annoncé durant les shows précédents. Ça a été mis sur les réseaux sociaux. Car en effet, on s'est tous demandé, mais pourquoi Kissy n'était pas là lors du dernier épisode de Raw, sachant que ce dernier affrontait Bobby Lashley et Riddle pour le titre des États-Unis. Et bah, WWE nous ont donné la réponse. Kissy donc qui était inapte à catcher et donc WWE a décidé de mettre en place un Fatal 4-Way dans le kick-off et le vainqueur de ce Fatal 4-Way intégrera le Triple Threat match pour le titre de champion des États-Unis. Donc à la carte nous avons John Morrison, Elias, Ricochet et Mustafa Ali. Et franchement j'ai eu un peu peur durant le match parce qu'à noter que Mustafa Ali était venu donc avec ses gars de rétribution, donc T-Bar, Slapjack et Mace. Donc on pouvait s'y attendre que ces derniers allaient intervenir pour permettre à Mustafa Ali de remporter le match. Et bah, ils sont certes intervenus, mais surtout quand Mustafa Ali se prenait et tombait. Les mecs, tranquilles, ils étaient sûrs de leur chef. Et donc à un moment donné, nous avons Ricochet qui fait un mouvement à l'extérieur, il se fait attraper, balancer sur le poteau. Et nous avons donc T-Bar, Mace et Slapjack qui se moquent de Ricochet. Sauf que le problème, c'est qu'ils ont peu attention rivée sur leur chef. Et donc, John Morrison, en opportuniste qui est, en profite pour porter un roll-up pour le compte de 3. Et donc, vainqueur de ce match, John Morrison. Et je peux vous dire que voilà, kick-off assez correct, donc je vais mettre un petit 5 sur 10, voilà, c'est kick-off. C'est fait pour nous mettre dans le bain. Et donc, John Morrison avance dans l'Elimination Chamber, dans principalement le match pour le titre des États-Unis. Et là, on passe à la carte principale et donc comme pour beaucoup d'entre vous, je m'y attendais. Nous commençons par l'Elimination Chamber match du côté de SmackDown. Et donc bien sûr ce match a un petit goût un peu spécial car en effet le vainqueur du match aura certes le droit d'affronter Roman Reigns mais pas à WrestleMania mais le soir même. Mais notez bien le soir même parce que c'est pas précisé à quel moment on va avoir ce match. Et donc le match commence avec les deux favoris du match, Daniel Bryan et Cesaro. Et donc notez, voilà, petite mention honorable à King Corbin qui a dominé une bonne partie du match. Mais le problème c'est que King Corbin il est pris pour un con depuis des années. Donc il a beau dominer, mais ça n'empêchera pas que ce sera lui le premier éliminé de cet Elimination Chamber match. Donc malheureusement Corbin n'aura pas son opportunité. Mais il est quand même éliminé par Cesaro. Cesaro va son petit combo habituel, Cesaro swing, sharpshooter, abandon. Et à noter, on avait beaucoup d'interrogations sur ce match parce qu'à noter que nous avions Sami Zayn et Kevin Owens qui étaient dans l'Elimination Chamber match. Donc à se demander, est-ce que ces deux-là allaient travailler ensemble ou tout simplement fuck off et chacun pour sa peau. Et donc à un moment donné, nous avons Kevin Owens et Sami Zayn qui se croisent. Et donc Sami Zayn tente voilà, une petite négociation, de dire voilà, tu te souviens de ce qu'on a fait et tout. Daniel Bryan fait partie de ceux qui nous ont quand même viré de SmackDown pour qu'on aille à Raw. Donc on a peut-être une revanche à prendre. Mais Kevin Owens, lui, il s'en fout. Lui, c'est pas d'allié, il veut Roman Reigns. Et on voit qu'aussi que Kevin Owens, durant tout le match, il regarde Jey Uso. Parce que oui, je vous spoil direct, je vais direct dans les grandes lignes. Jey Uso est le dernier à sortir de sa chambre d'élimination. Donc durant tout le match, on a Kevin Owens qui guette Jey Uso et on voit qu'à un moment donné quand Jey Uso sort de son pod, Kevin Owens est en train de s'occuper de Cesaro et il balance Cesaro carrément, dire c'est bon, Jey Uso il y a, c'est ma proie, je veux Jey Uso. Et on notait des petites séquences assez sympas, notamment Cesaro qui essaie de choper Sami Zayn qui veut s'enfuir, voilà, petite séquence d'escalade au niveau des chaînes d'Elimination Chamber et on voit que Cesaro il prend le sommet de la cage et il va faire quelques tractions, là le mec
zen quoi, je suis premier arrivé, mais je fais quand même quelques tractions, sympa. D'autres séquences, par exemple, un moonsault de Kevin Owens, du sommet d'un des pods des Elimination Chamber, sur tout le monde. Et nous arrivons voilà, sur une élimination qui était quand même assez surprenant. Il s'agit de l'élimination de Kevin Owens. Car en effet, suite à l'élimination de Sami Zayn, la porte principale de l'Elimination Chamber est ouverte. Et donc, Jey Uso coince Kevin Owens sur cette porte. Donc il referme la porte sur le bras de Kevin Owens et il assomme Kevin Owens de plusieurs super kicks. Et après, Kevin Owens repart dans le ring, se prend un nouveau super kick pour un splash pour le compte de 3. Donc Kevin Owens est éliminé. Et là on va passer sur l'élimination où vraiment j'étais pas bien quand il y a eu cette élimination. Il s'agit de l'élimination de Cesaro. Parce que oui, pour ceux qui ont vu mon Jimbo 6, Cesaro était mon favori pour ce match. Donc je voulais qu'il gagne. Et de voir Cesaro se faire éliminer par Jey Uso, bah j'étais pas très bien. Et donc on passe directement à la finale entre Daniel Bryan et Jey Uso. Mais à noter qu'à un moment donné, Daniel Bryan a quand même pris énormément cher, notamment sur sa jambe gauche, car King Corbin s'est acharné sur cette jambe, et Cesaro a porté son Cesaro Swing, mais pas en tenant les deux jambes de Daniel Bryan, mais en tenant la jambe gauche, donc en travaillant énormément sur cette jambe, mais ça n'a pas empêché Daniel Bryan de porter son running knee pour le compte de 3. Donc vainqueur de ce match et nouveau challenger numéro 1 au titre universel de Roman Reigns, Daniel Bryan. Et donc Daniel Bryan passe à 3 victoires dans l'Elimination Chamber match après 2012 et 2019 et donc devient la 3e superstar à avoir le plus de victoires dans cette série d'élimination. Bien sûr, égalité avec John Cena. Bien sûr, je vous rappelle que le numéro 1 est toujours Triple H. Et donc, c'est à se demander à quel moment Roman Reigns va débarquer pour le match de championnat. Et bah, on a la réponse immédiatement. Parce que nous avons voilà, un Daniel Bryan qui est totalement fatigué. Parce qu'il a quand même démarré le match. Il est resté jusqu'au bout. Et tu vois Roman Reigns qui est devant, qui arrive, frais comme un gardon. Donc on s'attend à ce que ce soit un squash match. Bah, on a eu notre petit autre surprise. Parce qu'en effet, Roman Reigns, dès le début du match, va asséner son spear à Daniel Bryan. Mais Daniel Bryan parvient à le bloquer dans son yes lock. Donc on se dit, putain, Daniel Bryan, il va faire taper Roman Reigns. Mais non, Roman Reigns, il est trop fort. Il démonte Daniel Bryan, il porte sa guillotine pour la soumission finale. Et donc Daniel Bryan a perdu son match et Roman Reigns ressort très très fort. Et après, comme je l'ai dit dans mon Jimbo No 6, c'était scénario qu'il fallait voir. Faut donner des hits à Roman Reigns. Roman Reigns, il est donc le moyen qu'il faut faire, c'est qu'ils n'attendent pas l'avant-dernier match de la soirée, que Daniel Bryan récupère un petit peu pour pouvoir lui démonter la gueule. Il faut le faire maintenant. Et c'est ce qui s'est produit. Mais voilà, Daniel Bryan s'est quand même battu. Ça n'a pas été en un coup. Et donc, moment choquant. Nous avons Roman Reigns qui est en train de célébrer et tout. Et là, d'un coup, nous avons Edge. Edge qui arrive, qui porte un spear qui découpe en deux Roman Reigns. Et après cela, nous avons Edge qui pointe le logo WrestleMania. Donc, c'est officiel. Edge a pris sa décision et il affrontera Roman Reigns pour WrestleMania 37. Bon, bien sûr, nous avons les commentateurs qui officialisent le match, mais en voyant ça, on a vu les effets pyrotechniques et feux d'artifice suite au pointage d'Edge du logo de WrestleMania. On sait que c'est officiel. Et donc, nous avons notre premier match officiel pour WrestleMania. Donc après, la question qu'on se pose, c'est que WrestleMania, c'est quand même dans 60 jours. Donc, il reste encore un pay-per-view. D'ailleurs, WWE a officialisé Fastlane qui aura lieu donc la nuit du 21 au 22 mars. Bien sûr, comme d'habitude, à 1h du matin sur le WWE Network. Donc, reste à se demander, est-ce que WWE va occuper Roman Reigns jusque-là? Ou tout simplement, il va construire la rivalité entre Edge et Roman Reigns petit à petit pour WrestleMania. Moi, personnellement, je verrais bien, pourquoi pas, Daniel Bryan qui vient affronter Roman Reigns lors de Fastlane. Et bien sûr, Roman Reigns qui gagne et on se dirige sur Edge Roman Reigns à WrestleMania. Donc là, on va passer sur la note de cette Elimination Chamber match. Donc bien sûr, j'intègre tout. Donc c'est-à-dire, j'intègre Elimination Chamber match, le match Roman Reigns Daniel Bryan et bien sûr l'intervention de Edge. Donc je vais mettre un très beau 8 sur 10. Très bon opener. WWE ne pouvait pas faire mieux. C'était l'opener idéal. C'était vraiment celui qu'on attendait. Et WWE, voilà, lance son pay-per-view de la meilleure manière possible. On passe au match triple menace. Donc Bobby Lashley qui défend contre Riddle et le vainqueur du kick-off, John Morrison.
Bien sûr, on se dit que Bobby Hashi y est construit très très fort, c'est lui qui va dominer le match. C'est ce qui s'est produit. Bobby Hashi a dominé une énorme partie du match, allant même jusqu'à ce que John Morrison et Riddle tentent une alliance pour contrer Bobby Hashi. Cette alliance n'est pas restée fort en fait. Mais à noter que nous avons MVP qui est présent aux côtés de Bobby Hashi et que MVP est avec une béquille. Parce que MVP est blessé. Donc on peut se dire, est-ce que la béquille va être utilisée durant le match? Et donc à un moment donné, nous avons une altercation entre MVP et John Morrison. Et donc John Morrison ship la béquille de MVP dans le but de l'utiliser comme arme. Sûr, je tiens à vous rappeler, c'est un triple menace, donc il n'y a pas de disqualification. Donc la béquille est parfaitement illégale. Et donc ça ne suffit pas. Bobby Hashi parvient à porter le Hurtlock sur John Morrison. Mais on oublie un détail, ils sont 3. Il manque plus que Riddle. Et donc Riddle par derrière chope la béquille de MVP et démolit Bobby Hashi. Démolit la béquille sur Bobby Hashi dans le but de d'éloigner Bobby Hashi des rings. Et Riddle parvient à porter son Broderek sur John Morrison pour le compte de 3. Donc Riddle remporte le titre de champion des États-Unis et obtient ainsi son premier titre en solo à la WWE. Car en effet, le premier titre de Riddle était NXT Tag Team Champion avec Pete Dunne. Et là, franchement, c'était mon pronostic. C'est ce que j'avais imaginé, le moyen de faire perdre le titre de champion des États-Unis à Bobby Hashi tout en le protégeant. Parce qu'en effet, c'est pas Bobby Hashi qui subit de tomber finale, c'est John Morrison. Donc, c'était moyen idéal et c'était prévisible de mettre un triple menace face à un gars qui est construit tellement fort, donc il faut le protéger, mettre un triple menace ou un fatal four way et qui subit pas de tomber, c'était ça qui est l'idée. Et donc on va passer à la note du match et je vais mettre un beau 7 sur 10, bien mérité. Je suis vraiment surpris du changement de titre, Riddle qui devient enfin champion US, qui mérite, il fait partie de ces catcheurs qui méritent d'avoir un titre à la WWE. Mais maintenant la question qui se pose, quelle va être la suite pour Bobby Hashi? Parce que pour moi, Bobby Hashi, il est construit très fort. Il est au sommet de son art à l'heure actuelle. Donc est-ce que, WWE a fait perdre Bobby Hashi tout en le protégeant pour pourquoi pas l'envoyer vers d'autres horizons et pourquoi pas un titre mondial? Je suis curieux de voir la suite. Et là, on passe au match féminin. Asuka contre Lacey Evans. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Le match a été annulé. Parce que oui, comme vous avez vu dans la storyline, Lacey Evans est enceinte. Mais elle est aussi enceinte dans la vie privée. Donc WWE a laissé supposer que Lacey Evans allait être remplacée pour le match d'Asuka. Mais au final, WWE a décidé de retirer ce match. Donc Asuka reste championne et défendra pas son titre. Donc on n'aura pas Peyton Royce ou Charlotte Flair dans le match. On n'aura pas, pourquoi pas, le retour de Becky Lynch ou encore mon petit kiff à moi, les débuts de We Are Whippy. Mais on passe quand même au match de championnat féminin qui était quand même annoncé et celui-là il est resté fort. Le match féminin tag team avec Shayna Baszler, Nia Jax contre Bianca Belair et Sasha Banks. Mais à noter qu'avant le match, nous avons une petite interview de Sasha Banks et de Bianca Belair. Et bien sûr, la question qui se pose, c'est la décision de Bianca Belair. Et donc Bianca Belair explique, bien sûr, on a Regina qui arrive, que après le match, ils célébreront avec une coupe de champagne et Bianca Belair donnera sa décision. Donc ça laisse à supposer que si Sasha Banks et Bianca Belair deviennent championnes par équipe, Bianca Belair choisira automatiquement sa partenaire. Et là, on passe au match. Et franchement, le match, je m'attendais à un petit flop total, notamment du côté des championnes. Franchement, j'ai été agréablement surpris. Bon, bien sûr, majoritairement, ce sont Sasha Banks et Bianca Belair qui sont mis en avant. Parce que quand même, les deux sont susceptibles de s'affronter à WrestleMania. Donc c'est un avant-goût de ce qu'on pourrait avoir entre Bianca Belair et Sasha Banks à WrestleMania. Et à noter, tournant du match, nous avons Regina qui arrive, bien sûr avec les deux coupes de champagne, donc qui prend peut-être un petit peu d'avance, se dire ouais c'est bon, elles vont gagner, on va célébrer. Et donc à un moment donné, Nia Jax il parvient donc à se défaire de Sasha Banks. Et donc Regina propose à Sasha Banks d'utiliser donc la bouteille de champagne, donc fracasser Nia Jax avec la bouteille de champagne, sauf que l'arbitre l'a vu. Donc l'arbitre distrait Sasha Banks en retirant la bouteille de champagne, ce qui permet à Nia Jax de porter son Samoan Drop pour le compte de 3. Et donc vainqueur de ce match et toujours championne par équipe, Nia Jax et Shayna Baszler. Et à noter que c'est Nia Jax qui fait tomber sur Sasha Banks. Donc est-ce que Nia Jax
est susceptible de demander un match de son championnat à Sasha Banks. Je pense pas que ça va arriver parce que Nia Jax est à Raw, Sasha Banks est à SmackDown. Mais voilà, donc les championnes par équipe se sont défaites d'une équipe Challengers, mais il en reste encore deux parce qu'il reste encore du côté de SmackDown, donc il reste encore du côté de Raw, Naomi et Anna, et du côté de NXT, Raquel Gonzalez et Dakota Kai. Donc reste à voir pour la suite. Et maintenant, on va passer à la note. Je vais mettre, voilà, un 6 sur 10, voilà, assez correct. Je suis agréablement surpris de ce match. Il est bon dans l'ensemble. Et là, on passe au main event de la soirée. Elimination Chamber match du côté de Raw. Seule information qu'on sait sur ce match, c'est que Sheamus arrive en dernière position. Et vraiment, c'est un match où on avait beaucoup d'attentes, notamment sur des interventions. Donc le match commence avec Randy Orton et Jeff Hardy. Et à un moment donné, nous avons Kofi Kingston qui arrive. Et là où je suis surpris, mais je suis énormément déçu aussi, c'est que Randy Orton est le premier éliminé. Et c'est celui qui se fait éliminer, mais très rapidement, sans aucune intervention. C'est alors que c'était le mec où on s'attendait avec un scénario d'intervention, soit d'Alexa Bliss, soit de The Fiend, qui voilà gêne Randy Orton pour devenir champion de la WWE. Et bah ça s'est pas produit. Alors que WWE nous tease voilà l'évolution d'une rivalité entre The Fiend et Orton pour WrestleMania. Ça aurait été vraiment l'élément déclencheur pour cette rivalité. Mais au final, on n'a rien eu. Sachant qu'après l'élimination d'Orton, la prochaine élimination, dont je crois que c'était Kofi Kingston, survient longtemps après cette élimination de Randy Orton. Et ça, c'était vraiment le point noir de cette Elimination Chamber match. Parce que je m'attendais vraiment à ce que Orton soit dans les derniers et non le premier éliminé. Et donc, à noter que suite à l'élimination de Randy Orton, nous avons AJ Styles qui est dans une des CU d'élimination, qui demande à Omos de retirer le plexiglas qui mène à l'extérieur de l'Elimination Chamber. Donc AJ Styles fait tout le tour, commence à chambrer Randy Orton, et comme il a vu que Randy Orton a porté un RKO donc à Jeff Hardy et à Kofi Kingston, donc ces derniers sont susceptibles d'être éliminés. Donc AJ Styles repasse par la grande porte et rentre automatiquement dans le match, bien qu'il n'ait pas été sélectionné par le tirage au sort, tente d'éliminer Kofi Kingston et Jeff Hardy, mais ça fonctionne pas. Et là où on va passer, où vraiment j'ai été assez étonné, c'est vraiment le duo final, parce que je m'attendais trop à un Sheamus contre Drew McIntyre, et non, c'est AJ Styles contre Drew McIntyre. Et là où on s'attend à ce que Drew McIntyre se fasse éliminer par Sheamus, et Sheamus porte Brogue Kick sur Drew McIntyre, mais AJ Styles enchaîne aussitôt sur un phénoménal forearm sur Sheamus pour l'éliminer. Donc on est sur cette finale AJ Styles contre Drew McIntyre, très belle finale d'ailleurs, où AJ Styles veut porter son phénoménal forearm sur Drew McIntyre pour gagner, sauf qu'il se fait accueillir, il se fait arracher la tête par Drew McIntyre avec un Claymore Kick pour le compte de 3. Donc Drew McIntyre conserve son titre et remporte son premier Elimination Chamber match, d'ailleurs pour sa deuxième participation dans cette stipulation, la première étant en 2011. Et à noter, petite séquence où on a failli avoir un botch de la part d'AJ Styles, car bien sûr on connaît tous AJ Styles qui porte ses 450 splash en springboard. Il a voulu tenter, sauf qu'il s'est mal positionné, il a failli glisser des cordes, donc au lieu de faire un 450 splash, il n'a fait qu'un seul tour. Mais bien sûr, après, il a réenchaîné sur un 450 splash qui a fonctionné. Et donc là, je ferme cette parenthèse, on part sur l'après-match où McIntyre, il est content, il brandit sa ceinture, il se retourne et il se prend un spear énorme de la part de Bobby Lashley. Bobby Lashley qui est dans le ring, qui attaque McIntyre et qui détruit McIntyre avec Foot Nexon et d'autres prises. Donc Drew McIntyre est complètement détruit. Et là, on se dit, nous avons le Miz qui avait annoncé à Raw que oui, il se retirait des Elimination Chamber pour pouvoir être frais et dispo pour cash in sa manette. Donc est-ce que c'est le moment pour le Miz de cash in sa manette? Est-ce qu'il va le faire? Eh on a la réponse. On a le Miz qui cash in la manette. D'ailleurs le Miz qui est tout seul, il n'y a pas de John Morrison. Il a appris de ses erreurs de TLC. Et donc c'est lui qui cash in la manette. Elle est validée et parvient à porter son Skull Crushing Funny pour le tombé final. On a le Miz qui remporte le match, qui devient champion du monde pour la deuxième fois de sa carrière, 11 ans après le premier. Et franchement, c'était extraordinaire. C'était
je sais pas quoi dire. J'ai pas les mots pour le dire. Mais quand même, voir Miz qui cash in, parce qu'on s'attendait, pourquoi pas, à ce que Miz cash in, mais qui se rate. Mais de voir Miz qui réussit, c'est génial. Donc après, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y en a plein qui sont dégoûtés et tout de voir Miz champion. Mais après, je suis curieux de savoir ce que WWE va faire. Après, j'espère sincèrement que le règne de The Miz ne sera pas un règne amer comme on a eu il y a 10 ans, parce que sinon ce serait dégueulasse. Mais à noter quand même que avant Elimination Chamber match, nous avons eu MVP et The Miz qui étaient en train de négocier. Donc, est-ce que The Miz et MVP avaient pas manigancé ça depuis le début? Et bien sûr, on connaît MVP, on connaît Earth Business, rien n'est gratuit. Donc, est-ce que il n'y aurait pas un match de championnat à la clé pour Bobby Lashley suite à cette intervention? Parce qu'on peut tout imaginer. Donc, on quitte cet Elimination Chamber match. Et d'ailleurs, je vais noter, je vais mettre un énorme 9 sur 10. Vraiment superbe match. Et après match est tout aussi bon, tout aussi surprenant. Donc, je suis vraiment très content de cet Elimination Chamber match. Et je ressors vraiment de ce pay-per-view avec ce que j'attends de la part d'un pay-per-view. C'est-à-dire de la hype pour le Raw et le SmackDown après Elimination Chamber avec énormément de questions sans réponse. Et on aura ces réponses en partie du côté de Raw sur quel a été l'accord entre MVP et The Miz et surtout quelle va être la suite pour Fastlane. Donc moi je verrais bien, pourquoi pas, McIntyre qui est pas content, qui veut confronter Bobby Lashley qui veut son match de championnat et qu'un officiel annonce que Drew McIntyre et Bobby Lashley s'affrontent à Fastlane et l'objet de ce match, c'est la place de challenger numéro 1 au titre de The Miz pour WrestleMania. Moi, c'est ce que je vois. Si vous avez d'autres scénarios, n'hésitez pas à les dire en commentaire. C'est fait pour ça. Et là, on va noter le pay-per-view en général. Et franchement, très très beau pay-per-view, dont je mets un très beau 8 sur 10 sur ce pay-per-view. Franchement, WWE, en route vers WrestleMania, il est réussi. Avec un beau Royal Rumble et là, avec un très bon Elimination Chamber. Franchement, j'espère que WWE ne va pas se rater pour Fastlane. Donc voilà, c'est tout pour les résultats d'Elimination Chamber. Si bien sûr tu n'es pas abonné à la chaîne, je t'invite à t'y abonner juste ici. À activer la petite cloche pour être notifié des prochaines vidéos. Et surtout, lâcher un maximum de pouces bleus qui font plaisir à la chaîne. Et on se retrouve donc demain pour les résultats du Raw après Elimination Chamber. Franchement, je vous cache pas, je suis très impatient de ce Raw. Mais en attendant, soyez tous très très fiers d'être des catch addicts. Et n'oubliez pas que catch, c'est la vie, le catch vie. C'était Jimbo, je vous fais à tous des bisous et à la prochaine.